Coucou tout le monde! Bon bah voilà, c'est toujours le confinement et du coup j'ai toujours du temps en plus, donc je vais en profiter pour continuer cette petite série de podcasts. Alors je sais pas si vous avez vu l'épisode 1, si vous l'avez vu et que ça vous a plu tant mieux, mais si vous l'avez vu c'est pas grave, vous n'en avez pas besoin pour comprendre celui-ci et vous pourrez toujours aller le voir plus tard. Voilà. Alors pour l'épisode 2, j'ai décidé qu'on allait parler d'épisode 2 des épisodes 2 de Saga Épique. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais les épisodes 2 ont généralement une mauvaise réputation. En fait, il y a même des tas d'articles, de vidéos, de top ou quoi qui font la liste des rares épisodes 2 qui sont vraiment bien, un peu mieux que les premiers, etc. Sous-entendu, en fait, la plupart du temps, ils sont carrément nazes. En tout cas, c'est vrai que moi, quand je regarde un épisode 2 dans une saga, j'ai toujours un peu cette impression de manque, de quelque chose qui va pas, qui est pas, comme si c'était pas un complet, comme si j'avais pas eu ce que je voulais, comme si c'était un peu un passage obligé en fait avant d'arriver à l'épisode 3 par exemple. Donc ouais, je suis assez d'accord avec ce constat que les épisodes 2 sont pas toujours aussi bien que les épisodes 1 ou les épisodes 3. Et du coup, la question, c'est un peu pourquoi. Alors, la plupart des gens vont vous dire que c'est un problème de production. C'est-à-dire que soit l'épisode 1, il y avait une énorme pression sur le réalisateur, par exemple, pour faire le meilleur film possible. Et puis, comme l'épisode 1 a marché, quand il fait l'épisode 2, il se relâche un peu. Et du coup, il a plus tellement en tête les choses qui avaient vraiment marché pour l'épisode 1. En tout cas, il a plus la même exigence de qualité. Ou alors, il y en a qui vont dire bon, bah, du coup, l'épisode 2, il est voulu par les studios. Du coup, les studios, ils font un peu n'importe quoi. C'est pas des créateurs. Il y en a, ils vont vous dire que ça a été produit trop vite, que donc il n'y a pas la même réflexion derrière, ou des choses comme ça, ou qu'il y avait des acteurs qui ont demandé des trucs, et du coup, c'était plus possible d'écrire la bonne histoire. Enfin, voilà, tout un tas de trucs qui ont plus rapport avec la production en fait de l'épisode 2 qui a plein de problèmes parce que dès qu'on arrive à l'épisode 2, il y a plein de problèmes. Mais en fait, moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que je pense que le vrai problème vient plus profondément que ça, qu'on peut bien produire un épisode 2, que ce soit au cinéma ou dans un roman ou n'importe quoi, et que en fait le vrai problème tient plutôt à un souci d'écriture inhérent à l'écriture de toute saga épique. Bon, avant toute chose, il est super important que vous compreniez bien de quoi je parle exactement. Ici, je vous parle d'épisode 2 de saga épique. Donc des sagas comme Star Wars, Hunger Games, Harry Potter, etc. Mais déjà, une saga, c'est quoi? Une saga, c'est un format d'écriture, d'accord? Bon, je ferai un podcast plus tard sur les différents formats pour que vous expliquiez vraiment tout ça. Ce que vous devez comprendre pour l'instant, c'est qu'une saga, c'est d'abord une histoire qui a une fin, mais qui est racontée en plusieurs histoires indépendantes. D'accord? Donc il y a plusieurs opus, et quand on met les opus bout à bout, ça fait la grande histoire, qui est l'histoire que vous voulez raconter en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque opus, chaque tome, chaque épisode, appelez ça comme vous voulez, eh bien, chaque opus doit avoir un début, un milieu, une fin, des enjeux propres. Bref, ça doit être une histoire à part entière, d'accord? Ce qui n'est pas forcément le cas dans une série, par exemple. Une série, ça peut être juste un bout de l'histoire, l'épisode. Dans une saga, c'est vraiment un épisode, enfin, un épisode de saga, c'est vraiment une histoire complète en soi qui peut être consommée toute seule, qui fait sens toute seule. D'accord? Et donc, du coup, en théorie, chaque tome, chaque épisode de la saga a son identité propre et peut être consommé en tant que tel, indépendamment des autres, même si ça s'inscrit dans une histoire plus grande. Donc, la saga épique, c'est déjà une saga. Donc ça veut dire tout ça. Mais en plus, c'est une histoire d'aventure qui va exploiter en fait l'intérêt de ce format particulier d'écriture, donc la saga, pour rendre l'aventure encore plus impressionnante, encore plus grandiose. Parce que effectivement, on a remarqué que le fait d'écrire en plusieurs épisodes, le fait
d'écrire en plusieurs longues histoires une seule histoire, bah, ça a tendance à donner l'impression que cette histoire est encore plus grande, qu'elle est plus grandiose, qu'elle est plus énorme, que les enjeux sont plus gros, etc. Et donc ça permet, je pense, au cerveau d'assimiler les enjeux et de les monter un peu lui-même. Enfin voilà, en tout cas, ça agrandit l'histoire, le fait de la raconter en plusieurs tomes, en plusieurs épisodes. Donc, surtout si c'est des longs épisodes, surtout si c'est des longues histoires qui sont déjà une histoire assez épique en soi, si vous en mettez trois à la suite pour faire une seule grande histoire, évidemment l'idée c'est que d'un seul coup ça devient encore plus épique. Voilà. Donc et puis aussi le fait d'avoir plusieurs histoires, ça permet tout simplement plusieurs histoires qui sont liées et qui se répondent, ça permet tout simplement de créer de plus en plus d'enjeux aussi. Euh, donc c'est aussi une bonne façon de rendre la chose encore plus épique. Mais attention, hein, on ne parle pas non plus de n'importe quel type de saga. Par exemple, encore une fois, il faut que ces sagas aient une fin, amènent à une fin, soient conçues pour avoir une fin et pour être en tant d'épisodes et pas plus, quoi. Par exemple, on ne va pas prendre en compte toutes les sagas qui sont faites pour être rebootées à l'infini. Par exemple, si je prends Die Hard, James Bond ou Mission Impossible, bah, clairement, personne ne s'attend à ce que Mission Impossible ça ait une fin, à ce que Die Hard ça ait une fin, à ce que James Bond ça ait une fin. On s'attend au contraire à ce que ça continue éternellement et qu'il n'y ait jamais de fin à ces suites de films là, quoi. Donc une saga, hein, ça a une fin et donc ça peut pas être ce type de truc là. Euh, Au-delà de ça, il faut aussi savoir que euh, une saga, ça peut très bien ne pas forcément être une série de films ou de romans, par exemple, ou de bandes dessinées. Ça peut aussi être une série télé, par exemple. Si on considère la série télé Stranger Things, ou Avatar, le dernier maître de l'air, clairement, ce sont des sagas en trois parties. Hein, c'est-à-dire que chaque saison est l'équivalent de un tome de roman ou de un film dans d'autres cas. Donc ça aussi, c'est des sagas et donc ça rentre dans cette définition. Donc, là, on parle de format d'écriture, c'est pour ça que je vous ferai un podcast plus tard là-dessus, mais c'est un format d'écriture, donc on va plus ou moins écrire de la même manière une série comme Stranger Things et Star Wars, mais par contre on va pas du tout écrire de la même manière Stranger Things et The Walking Dead par exemple. Donc ne soyez pas surpris, il y a des séries télé qui rentrent dans le concept et des séries de films qui n'y rentrent pas. Donc voilà, ça ce sont les séries épique. Euh, donc voilà. Une série épique, en fait c'est un genre particulier en soi, donc il y a des codes précis. Hein. C'est toujours l'histoire d'un protagoniste unique, sachant qu'un protagoniste, hein, ça peut être un groupe de personnages ou un personnage, mais en tout cas là c'est unique, c'est-à-dire qu'en gros ils sont toujours tous dans le même camp. Voilà, si vous avez plusieurs personnages, ils doivent être tous dans le même camp, c'est un peu ça l'idée et qui sont dans un univers. Et dans cet univers, en fait, il y a un grand problème. En général, c'est un problème général, quoi. Cet univers a un grand problème qu'il va falloir régler. Et généralement, c'est un problème qui est incarné par un grand méchant. Voilà. Donc, on a ce protagoniste un grand problème et un grand méchant. Et évidemment, ce qu'on fait, c'est qu'on donne à ce protagoniste un truc spécial pour une raison X ou Y, ou en tout cas, il va faire un truc spécial qui fait que c'est sur lui qu'on va compter pour régler le grand problème et battre le grand méchant. Et donc, en gros, une saga épique, c'est la confrontation du héros, du protagoniste, d'un héros en tout cas, ou d'un groupe de personnages qui peut être le héros, on s'en fout, la confrontation entre le héros et un grand problème, souvent incarné par un grand méchant. Et l'idée, c'est effectivement de le faire en plusieurs épisodes pour rendre cette confrontation encore plus grande. Qu'il réussisse ou pas, ça c'est un autre problème, ça dépend des sagas en fait. La plupart du temps il va réussir évidemment, mais vous pouvez très bien écrire une saga où ça finit très mal, et c'est pas un problème, ce sera toujours dans ce genre-là. Donc voilà, et ça c'est ce qu'on va retrouver dans chaque
dans n'importe quelle saga épique. Et généralement, les sagas épiques sont des trilogies parce que c'est un format qui fonctionne très très bien pour faire une saga épique. On a un premier volume qui permet de présenter le héros, le grand problème et le grand méchant, et de montrer en quoi le héros est capable de gérer le grand problème. D'accord. Donc on montre juste ça dans le premier. Dans le deuxième volume, dans le deuxième opus, qui est un opus intermédiaire, on augmente les enjeux, c'est-à-dire on raconte une histoire qui va faire grandir la pression sur le héros et ce qu'il doit faire. Et dans le dernier volume, bah là on fait la confrontation finale, on a bien pris le temps de tout rehausser les enjeux, et du coup la confrontation finale elle est encore plus forte. Alors bien sûr, hein, il peut y avoir beaucoup plus de volumes intermédiaires, d'opus intermédiaires qu'un seul. J'y reviendrai hein, un peu plus tard dans l'épisode. Mais par contre, s'il n'y en a pas de volume intermédiaire, bah, il n'y a pas la place pour assez rehausser les enjeux. En tout cas, le cerveau n'a pas bien le temps d'assimiler le fait que les enjeux ont été rehaussés. Et du coup, bah, la bataille finale que vous mettez dans votre saga, elle paraît moins épique que si vous aviez bien fait grandir les enjeux dans un volume intermédiaire, dans un épisode intermédiaire, quoi. Donc, voilà. En règle générale, on va écrire des trilogies, parce que 3, ça suffit amplement à le faire, et ça marche très bien en règle générale. Et du coup, quand on comprend ça, ce qui est bien avec les sagas épiques, c'est que il n'y a pas besoin de trop se triturer la tête pour savoir ce qu'on va écrire dans les premiers et les derniers épisodes. En fait, c'est même assez évident et on peut le prévoir, quelle que soit la saga épique que vous écrivez, quoi. Les bases sont évidentes. Dans le premier épisode, je l'ai dit, on a vraiment besoin de présenter le héros, pourquoi c'est le héros, le grand problème auquel il va devoir faire face, et donc généralement, s'il y a un grand méchant, le grand méchant qui est rattaché à ce grand problème, qui incarne ce grand problème. Et évidemment, par contre, il faut faire attention à ce que tout soit pas réglé tout de suite, sinon on n'a plus rien à raconter dans la suite et on va pas pouvoir faire les opus 2 et 3, quoi. Voilà, et ce qu'il faut aussi par contre savoir, c'est que pour des raisons de production, toujours, hein, quel que soit le support, roman, film, ce que vous voulez, on a vraiment besoin que le premier épisode se tienne en lui-même, qu'on puisse le vendre comme si en fait il n'y avait pas de suite. Tout simplement parce que si ça marche pas, on pourra pas faire les suites et donc il faut quand même pouvoir continuer à essayer de le vendre. Bref, donc il y a un peu cette contrainte là en plus. Du coup, il faut raconter une histoire qui se tient en elle-même et qui présente le héros et tout ça. Et bah du coup, avec ces contraintes là, bah, on va tout de suite un peu toujours raconter la même chose, la même idée. Du coup, on raconte comment le héros va se retrouver confronté aux grands problèmes de cet univers-là, et comment il va réaliser un premier grand exploit, généralement contre un sbire, comme ça il n'a pas détruit le grand méchant tout de suite, et comme ça on a encore des choses à raconter derrière. Donc voilà, il fait un premier grand exploit que personne n'a fait avant lui et qui fait que du coup il devient spécial à la fois aux yeux du public mais aussi du grand méchant qui du coup va vouloir le combattre. Et du coup avec cette recette là, on montre bien une histoire qui se tient en un seul bloc, puisque là on raconte la réalisation de cet exploit-là, donc voilà, ça peut être vendu tout seul. On a bien présenté le héros, le grand problème, et pourquoi le héros est la personne capable de régler le grand problème. Et comme l'exploit n'a pas réglé le grand problème, parce qu'il n'a combattu qu'un sbire et pas de grand méchant, etc., bah du coup, ça laisse complètement ouvert pour la suite. On a vraiment le truc de dire, voilà, ce héros a réussi à faire ça dans cet univers, mais il reste tous ces problèmes-là à régler. Et du coup, bah, on a écrit notre premier épisode, et les gens ont théoriquement bien envie de voir la suite. Voilà, donc on fait juste ça et le tour est joué. Par exemple, si je prends l'exemple de Star Wars épisode 4, on a Luke, il est confronté au fait qu'il y ait un grand problème qui est l'Empire. Il y a un sbire de l'Empereur qui est Tarkin. Et donc, Luke, il fait l'exploit de détruire l'étoile de la mort. Et voilà, et on voit par contre à la fin que Darth Vader a pu s'en sortir, et donc, il y a une suite possible, tous les problèmes ne sont pas réglés, mais en tout cas, on a bien
un film qui peut être vendu séparément. Autre exemple, hein, si je prends Hunger Games, donc on voit bien que ça nous présente Katniss qui est dans un monde dirigé par le Capitole avec des Hunger Games, donc là c'est le grand problème. On nous montre comment elle en vient à faire qu'en fait il n'y ait pas un seul gagnant mais deux gagnants au Hunger Games, et du coup elle a fait un truc que personne n'a fait avant, elle s'est battue contre le responsable des jeux dans cet épisode mais pas directement contre Snow, et donc du coup on se demande comment par la suite elle qui a fait ce coup d'éclat là va pouvoir permettre à cet univers de renverser le président Snow. Donc voilà, là encore un exploit du héros confronté au grand problème. Avec un sbire qui est vaincu dans l'épisode 1 et qui laisse la place maintenant au grand méchant qu'on va combattre plus tard. Donc voilà, l'avantage là avec tout ça, c'est que on a bien tout ce dont on a besoin, et qu'en plus ça donne vraiment envie aux spectateurs de savoir ce qui va se passer par la suite, et surtout on a vraiment donné envie aux spectateurs de voir la confrontation entre le grand méchant et le héros, quoi. On veut voir cette confrontation, donc c'est cool, le contrat est rempli. Sauf que, du coup, c'est là que le problème arrive. Parce que quand on sort de l'épisode 1, on a vraiment envie de voir cette confrontation entre le grand méchant et le héros, mais sauf que ça, c'est ce qui se passe dans le dernier épisode. Je veux dire, ça c'est la fin. Et du coup, qu'est-ce qu'on raconte entre le premier épisode et le dernier épisode ? Et il y a tous les épisodes intermédiaires, il y en a un ou plusieurs, mais il faut raconter quelque chose. Et du coup, ça pose un problème, parce que quoi que vous racontiez, mais vraiment quoi que vous racontiez dans l'épisode 2 ou dans les épisodes intermédiaires, si vous en avez plusieurs, c'est forcément frustrant pour le spectateur, pour le public. C'est forcément frustrant parce que lui, tout ce qu'il attend, c'est de voir la confrontation finale, et en même temps, vous pouvez pas la mettre maintenant. Parce que ça, c'est réservé au dernier épisode. Et là, du coup, vous pouvez pas répondre aux attentes du public, donc nécessairement, l'épisode 2 va être décevant. Et c'est ça que moi j'appelle la malédiction de l'épisode 2, ou la malédiction des épisodes intermédiaires. La bonne nouvelle, cela dit, c'est que des sagas épiques, on en a écrit un paquet, hein, et donc du coup, il y a plein de solutions qui existent pour tenter de régler le problème. Donc, concrètement, le problème, c'est quoi ? Le problème, en fait, il est triple. D'une part, il faut qu'on trouve une histoire à raconter pour l'épisode intermédiaire. Parce que, c'est facile de trouver pour l'épisode 1, ça je l'ai dit. Pour l'épisode 3, c'est pareil, c'est la confrontation finale. Mais pour l'épisode 2, du coup, c'est un peu open bar, quoi. On peut faire un peu ce qu'on veut. Et du coup, il faut quand même trouver une histoire intéressante, et qui en plus est directement reliée à l'univers, au héros et aux grands problèmes. Donc c'est pas si simple de base. Ensuite, il y a un deuxième problème, c'est qu'il faut bien que l'épisode 2, il augmente les enjeux. Sinon, ça sert à rien d'avoir un épisode 2. Et enfin, le dernier problème, c'est ce que je disais, la malédiction, c'est-à-dire, il faut pas que l'histoire soit trop frustrante par rapport aux attentes du public qui ne veut qu'une chose, c'est-à-dire la confrontation finale. Donc il faut quand même trouver un moyen de rendre l'histoire tellement bien qu'on va oublier le côté... on fait oublier au spectateur qu'il n'a pas eu sa bataille finale qu'il voulait, quoi. Donc voilà, ça demande vraiment de trouver quelque chose, une histoire qui est très forte, et c'est vraiment pas simple. Donc la solution qu'on a tendance à avoir de base, instinctivement, c'est de se dire, du coup, puisqu'on a raconté un exploit dans l'épisode 1, on va raconter un autre exploit dans l'épisode 2, c'est-à-dire on va raconter un autre petit exploit intermédiaire, qui n'est pas encore la bataille finale, mais qui va permettre de rehausser les enjeux d'une manière ou d'une autre. En gros, en attendant que la confrontation finale arrive, le héros va accomplir une autre mission, une autre aventure, qui peut être plus ou moins reliée à la grande confrontation que traite la saga épique, et plus ou moins nécessaire pour arriver au boss final, quoi. En règle générale, il s'agit donc d'explorer une nouvelle partie de l'univers. Ce second exploit
et en fait une excuse pour aller explorer une nouvelle partie de l'univers. C'est typiquement ce que fait la saga Mass Effect par exemple. Dans Mass Effect 1, on découvre qu'il y a les moissonneurs, le danger qu'ils représentent, et on les repousse une première fois. Dans Mass Effect 3, les moissonneurs arrivent, débarquent, c'est la grande guerre contre les moissonneurs pour s'en débarrasser. Et dans Mass Effect 2, ce que les scénaristes ont trouvé, c'est en fait de dire, bon, bah en fait, il y a les récolteurs qui sont des sous-fifres des moissonneurs, et il faut les combattre en attendant que les moissonneurs arrivent. Et en fait, cette mission-là permet surtout de découvrir toute une partie de l'univers qu'on n'avait pas découverte avant. Notamment tous les systèmes Terminus, Cerberus, tout ça, qui vont être utiles et plus tard. Et en fait, tout ça, c'est très très efficace pour rehausser les enjeux, parce qu'en fait, tout ce qu'on va découvrir dans cet épisode-là, à travers cette mission-là, c'est des choses qui vont être impliquées, évidemment, dans la confrontation finale. Donc, plus vous rajoutez de choses nouvelles dans l'épisode 2 grâce à une mission nouvelle, en fait, plus les enjeux seront rehaussés dans l'épisode final. Donc, ça marche très bien pour ça. Le problème, c'est que du coup la mission de base, la mission de l'épisode 2 a tendance à paraître un peu déconnectée, quoi. Enfin vraiment, il y a dans Mass Effect, c'est assez évident, c'est-à-dire qu'on a Mass Effect 1, bataille contre les moissonneurs, Mass Effect 2, bataille contre un autre truc, Mass Effect 3, bataille contre les moissonneurs. Et voilà, le lien entre récolteurs et moissonneurs est pas si évident que ça. Pour qu'on se dise que ça fait vraiment partie de la même guerre, quoi. Donc du coup, voilà, il y a ce côté, c'est un peu déconnecté, et du coup, ça donne un peu l'impression qu'on a comblé un vide pour pouvoir faire découvrir des trucs nouveaux, plutôt que de vraiment avoir trouvé une histoire directement reliée à la saga elle-même, quoi. Une solution à ça, c'est de faire en sorte que cet exploit intermédiaire, ce soit globalement une répétition de l'exploit fait dans le 1, mais en plus gros. Ça, c'est précisément ce que fait la saga Hunger Games. Vous avez dans Hunger Games 1, Katniss fait des premiers jeux et finit par truquer le système. Dans Hunger Games 2, on fait des jeux édition spéciale, elle y retourne, et là, ce coup-ci, elle fait encore plus fort, elle détruit l'arène complètement. Alors, l'avantage, c'est qu'on voit très très bien comment ça rehausse les enjeux, là, c'est évident. Voilà, c'est-à-dire qu'on a bien vu que que le deuxième exploit est plus gros que le deuxième, donc il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Là, on n'a plus du tout l'impression que l'épisode 2 est détaché, puisque du coup, il est clairement relié à l'épisode 1, et du coup, probablement à l'épisode 3, donc il n'y a pas de problème. Et puis aussi, on réutilise tout simplement une recette qui a déjà bien marché dans l'épisode 1. Donc en fait, c'est plutôt cool. On sait que ça va marcher. Voilà. Le problème avec cette solution, c'est qu'il y a deux soucis qui vont apparaître. Évidemment, puisqu'on reprend une recette qui a déjà été faite, du coup, ça peut être un peu répétitif et un peu lassant par certains aspects, quoi. Il y a certains trucs où on peut se dire, bon, là, c'est un peu une redite par rapport à l'épisode 1. Voilà, et cet aspect-là, évidemment, devient encore plus grand quand on parle, quand il y a plein de tomes qui referont un peu toujours la même recette, comme dans Harry Potter, où là, clairement, il y a une recette assez claire qu'on retrouve tout le temps. Où ça peut devenir très répétitif, quoi. Le deuxième problème, c'est que du coup l'épisode final, ou l'épisode 3, peut paraître un peu trop à part, puisqu'en général c'est pas une redite de l'épisode 1 et 2, c'est vraiment une confrontation finale. Voilà, Hunger Games, hein, clairement, alors là c'était épisode 3 et 4, mais clairement on avait un rythme qui commençait à se créer avec les épisodes 1 et 2, et ensuite ce rythme est complètement cassé. Donc voilà, ça a tendance, contrairement à la mission un peu détaché qui isole l'épisode 2, là ça peut avoir tendance à isoler l'épisode final. Donc c'est pas forcément le meilleur truc non plus. Donc pour éviter ces problèmes-là, là il y a une solution qui est assez répandue, c'est de faire en sorte que en fait le deuxième exploit que doit faire le héros est en fait un exploit nécessaire
pour arriver à la confrontation finale. Donc, par exemple, le héros doit choper un artefact X ou Y, ou une connaissance X ou Y pour pouvoir ensuite aller se battre contre le méchant. S'il n'a pas ça, il ne pourra pas battre le méchant. C'est précisément, par exemple, ce qu'on fait dans Avatar, le dernier maître de l'air. Clairement, hein, une fois que Aang a fait son premier exploit à la fin de la saison 1, la saison 2, il doit apprendre à maîtriser la Terre pour pouvoir vaincre le méchant. Donc on va dans le royaume de la Terre. Voilà. Du coup, là, on est clairement dans un truc où c'est relié, où il n'y a pas... où il n'y a pas de problème, l'exploit est parfaitement justifié, etc. Le problème que ça pose, c'est que c'est une technique un peu artificielle. Hein. Enfin, on se plaint souvent des jeux vidéo qui t'envoient d'abord aller chercher le marteau pour ensuite aller faire la quête X ou Y. C'est un peu la même chose en fait. C'est-à-dire qu'on peut s'en passer. C'est un truc... voilà, on pourrait très bien en fait mettre... cet exploit-là, qui n'est pas tellement un exploit en fait, au début de l'épisode 3 par exemple. Donc voilà, par exemple si je reprends l'exemple d'Avatar, dans la saison 3, maintenant qu'il a maîtrisé la Terre, il doit quand même apprendre à maîtriser le feu. Donc en fait on remet un peu la même sauce quelque part dans le troisième opus de la saga. Donc on pouvait très bien le faire aussi pour la Terre au début de cet épisode-là, et ça n'aurait pas posé problème. D'autant qu'il règle quasiment les mêmes problèmes psychologiques pour maîtriser la Terre que pour maîtriser le feu. Donc il y a un moment où... est-ce que c'était vraiment utile de faire ça? Voilà. En tout cas, voilà, ça peut paraître un peu artificiel, et du coup, la solution n'est pas idéale. Du coup, ce que certains vont faire, au lieu d'avoir cette histoire d'artefact ou de connaissances nécessaires, c'est d'avoir un méchant intermédiaire. Donc là, typiquement, c'est Saruman dans Le Seigneur des Anneaux. C'est un peu le même concept, hein, mais ça a tendance à mieux passer. Parce que comme il y a un début de confrontation, en fait, ça satisfait un peu le public. Le public se dit ah ouais, du coup là on rentre vraiment dans la bataille et tout, et du coup on a une première bataille, et en général on trouve ça cool. Le problème, c'est étrangement que le fait de faire battre un méchant intermédiaire, ça rend la bataille finale moins épique. Déjà parce qu'on a déjà vu une super bataille dans l'épisode 2. Du coup, on arrive à l'épisode 3. La bataille de l'épisode 3 paraît moins grandiose, moins surprenante, moins impressionnante. Il y a un peu cet effet-là avec la bataille des champs de Pelennor contre la bataille du gouffre de Helm. Les gens entendent, alors que la bataille des champs de Pelennor est quand même plus impressionnante, les gens ont un peu tendance à considérer que la bataille du gouffre de Helm était mieux parce que c'était un peu la grosse surprise. Surtout, si vous avez éliminé un sbire du méchant, du coup le méchant il est moins fort puisqu'il a moins de sbires sous ses ordres. Donc du coup, il y a moins d'enjeux en fait dans la bataille finale. Donc au lieu d'augmenter les enjeux, quelque part vous contribuez à les réduire en faisant qu'on bat un méchant intermédiaire. C'est un peu con, c'est un peu contre-intuitif, mais du coup, y a un peu ce problème-là. Et puis, sans parler du fait que ça peut devenir un peu répétitif aussi, parce qu'on a déjà eu un exploit un peu comme ça dans l'épisode 1, un exploit un peu comme ça dans l'épisode 2, et du coup, en fait, la bataille finale paraît pas si exceptionnelle que ça. De manière générale, ce qu'il faut comprendre, c'est que le côté aventure intermédiaire, c'est pas une solution idéale. Ça pose plein de problèmes, tous les problèmes que j'ai cités, quoi. Donc, c'est pas toujours la solution que les gens vont choisir. Il y a une autre solution, en gros, qui va être, plutôt que de se dire on va faire une nouvelle mission intermédiaire, un nouvel exploit intermédiaire, c'est de dire, bon, en fait, on va changer un peu la structure de base du genre. C'est-à-dire, on va jouer avec un peu les codes du genre, et on va remettre les éléments dans un ordre différent, dans une façon de faire différente, et du coup, ça va nous permettre de régler le problème. La première solution à ce niveau, c'est que vous prenez la confrontation finale que vous avez prévue dans le dernier épisode,
vous la séparez en deux parties, hein, c'est-à-dire cette histoire-là, vous la séparez en deux parties, et bien la première partie, ça devient l'épisode 2, et la deuxième partie devient l'épisode 3. Donc ça, c'est typiquement ce que vont faire des sagas comme Matrix ou comme Star Wars, épisode 4, 5, 6. Si on prend la structure dramatique classique de base d'un film d'aventure, en tout cas tel que on retrouve dans ces types de films, on a toujours globalement les mêmes parties de l'histoire. C'est-à-dire, d'abord, présentation du personnage, ensuite, invitation au voyage, ensuite on a une partie découverte du nouveau monde, début de la quête. Ensuite arrive ce qu'on appelle le midpoint ou l'arrivée de l'antagoniste. Donc là, le grand souci à régler se révèle. Puis, il y a le héros, face à ce problème, fait un plan. Donc, il y a toute une partie exécution du plan, etc. Première tentative de régler le problème. Systématiquement, cette tentative-là va échouer. On va arriver à un moment d'échec total pour le héros et qui s'accompagne généralement d'une révélation par rapport à ce qu'il a, soit ce qu'il a fait de mal et pourquoi il a échoué, soit un truc, une information qu'il n'avait pas avant et du coup il ne pouvait pas savoir et c'est pour ça qu'il a échoué, etc. Ensuite, il a une période de ce qu'on appelle le All is Lost qui est où vraiment du coup il se dit que tout est perdu. Et puis finalement, quand il est au fond du trou, il réfléchit à la révélation qu'il a eue et il se dit mais en fait non, il y a une solution. Et du coup, ça fait un nouveau plan. Et là, on a la confrontation finale du film. En tout cas, de l'histoire, de cette histoire-là. Et ben, si vous regardez d'un peu plus près Matrix Reloaded, par exemple, vous allez vous rendre compte que au début, on a Neo. Maintenant, il doit combattre les machines et il doit accomplir le destin de l'élu. Donc à un moment, il va voir l'oracle, ça c'est l'invitation au voyage. L'oracle lui dit, ok, tu dois trouver le maître des clés qui sait comment accomplir le destin de l'élu. Et en fait, pendant tout le film, ils ne font que ça, c'est-à-dire que ils ne font qu'essayer de choper le maître des clés, ils ne font qu'essayer d'atteindre le destin de l'élu, machin. Et qu'est-ce qui se passe à la fin de l'épisode 2 de Matrix Reloaded? Eh ben, à la fin, il tombe sur l'architecte qui lui explique, en fait, l'élu, c'était juste un programme de contrôle, donc ça servait à rien de suivre ce plan. Et ben ça, c'est typiquement ce que dans un film ordinaire, on aurait au niveau de l'échec révélation. Et donc ce qui fait que Matrix Revolution c'est clairement juste une grosse baston quoi. Y a un peu que ça. Donc en termes de structure on voit bien que c'est la moitié d'un film à chaque fois. Et pareil si je reprends l'Empire contre-attaque, Luke il fait jamais qu'un seul et unique plan pour essayer de sauver ses amis, il y va et puis c'est tout, et il perd. Et en plus on lui révèle que Darth Vader c'est son père, et du coup pareil c'est un peu le même concept. Du coup, on voit bien que c'est structurellement parlant un peu la moitié d'un film. Et effectivement, l'épisode 6, le retour du Jedi, c'est clairement juste la bataille contre l'empereur, quoi. Donc voilà, donc ça c'est un peu la solution de couper en deux parties au niveau de la structure normale de ce type de récit, quoi. Donc voilà. L'énorme avantage, c'est que du coup, le public est immédiatement satisfait par ce que vous lui racontez. D'une part, parce que du coup, vous commencez à lui raconter la confrontation finale. Donc, le public est super content parce que c'est tout ce qu'il attendait. Même si c'est pas fini, il sait que ce sera pas fini de toute manière dans le deuxième épisode, donc il n'y a pas de problème. Et en plus, vous finissez le deuxième épisode par un coup de théâtre, par un coup de et en fait révélation. Et du coup, ça lui donne encore plus envie d'aller voir l'épisode 3. Le problème, par contre, et là aussi il est de taille, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec deux épisodes qui, structurellement parlant, il manque des choses. Donc ça va manquer un peu de rebondissement, on est un peu trop sur la même longueur d'onde, et des fois vous n'avez même pas assez de matière pour avoir des films complets, en tout cas des opus complets. Donc du coup, vous rajoutez des péripéties, typiquement, tout le passage où ils vont chercher Han Solo sur Tatooine, c'est sympathique, mais c'est pas nécessairement ce qu'on a envie de voir au milieu de la confrontation finale, quoi. Donc voilà, ça pose là aussi des gros problèmes de faire ça, et c'est pas idéal. Alors du coup,
Il y en a d'autres qui, au lieu de toucher l'épisode 3, vont plutôt toucher l'épisode 1 et faire l'épisode 1 en deux parties, mais d'une façon qui fait que c'est pas deux films. En gros, ce qui va se passer, le plus commun, c'est que dans l'épisode 1, on présente le grand problème et le héros qui fait un exploit contre le grand problème. Et en fait, on va prendre l'épisode 2 pour présenter le fait qu'il y a un grand méchant qui va incarner le grand problème. Ça, c'est typiquement ce que fait Stranger Things. Stranger Things, saison 1, on présente les héros et on les confronte à un petit monde, un petit monstre avec le monde chelou, etc. Donc, on présente pourquoi c'est des héros et le type de problème qu'ils vont avoir à régler. Saison 2, en fait, on montre que le petit monstre qu'ils ont vaincu, c'était juste un petit monstre et qu'en fait, il y a un gros méchant derrière qui contrôle les petits monstres. Et saison 3, on se bat contre le gros méchant. Donc jusque-là, on a bien ce truc-là de faire apparaître le grand méchant, en fait, que dans l'épisode 2. Ça, on peut aussi le faire à l'inverse, c'est-à-dire présenter d'abord le grand méchant, puis ensuite le grand problème. Ça, c'est ce que fait les Star Wars épisode 1, 2, 3. Dans le premier épisode, dans Star Wars épisode 1, La menace fantôme, on a une aventure qui est un peu annexe, qui est où on présente le héros et puis Palpatine derrière, etc. Et puis on arrive dans l'épisode 2. Et qu'est-ce qui se passe dans l'épisode 2 ? Eh ben, c'est là que la guerre commence, c'est-à-dire que la guerre dans laquelle les événements vont se passer commence, et donc le grand problème qui est la guerre en elle-même n'est présenté qu'à partir de l'épisode 2. Ce qui, d'habitude, est présenté dans l'épisode 1. Et on peut même aller carrément plus loin que ça, avec la solution qu'a présentée assez récemment la nouvelle trilogie de la planète des singes, sur les origines de la planète des singes. Là, on s'est vraiment contenté de présenter le héros, donc César, et son exploit, mais c'est même pas encore l'univers dans lequel il va briller, c'est même pas encore, il a même pas encore le grand problème qu'il va devoir régler, et il a même pas encore de grand méchant. Tout ça apparaît dans l'épisode 2. Donc voilà, on peut aller jusque-là. Évidemment, l'avantage avec toutes ces solutions-là, c'est d'abord qu'on a immédiatement quelque chose à raconter dans l'épisode 2. On ne se pose pas la question, puisqu'il y a des choses qu'on n'a pas présentées dans l'épisode 1, du coup, l'épisode 2, on va raconter les choses qu'on n'a pas présentées. Donc voilà, ça on se pose pas la question, c'est cool. Le deuxième avantage, c'est que là clairement on augmente les enjeux par rapport à l'épisode 1. C'est-à-dire que dans l'épisode 1, comme on n'a pas présenté tous les enjeux, le fait de présenter les autres dans l'épisode 2, du coup, on rehausse les enjeux nécessairement. Puisqu'on va rajouter soit un grand méchant, soit un grand problème, soit les deux, on rehausse les enjeux. Et le troisième avantage, c'est que, qui est assez bien et qui est en fait la petite solution cool, c'est que en fait on dilue l'attente de la confrontation finale. Puisque on n'a pas présenté tous les éléments de la future confrontation finale dans l'épisode 1, du coup, quand on sort de l'épisode 1, on n'a pas l'attente d'une confrontation finale. Pas encore. Cette attente-là, elle n'arrive qu'à la fin de l'épisode 2, et du coup, ça arrive à l'épisode 3, donc c'est juste après, donc tout va bien, il n'y a pas la frustration de ce côté-là. Donc ça a l'air hyper cool, hein ? Et en fait, ça pose deux problèmes majeurs de faire ça. D'une part, on n'augmente pas autant les enjeux qu'avec une mission intermédiaire. Pour expliquer ça, en gros, si vous avez tout présenté dans l'épisode 1, quand vous faites une mission intermédiaire dans l'épisode 2 qui permet de présenter plein d'autres trucs, etc., et donc de rajouter des enjeux, vous rajoutez des enjeux en plus par rapport à tout ce que vous avez présenté dans l'épisode 1, par rapport à tous les enjeux de base du grand conflit, quoi. Mais si vous présentez les enjeux du grand conflit en deux parties, du coup, vous n'avez pas autant augmenté les enjeux, parce qu'en fait, vous avez juste présenté des enjeux que d'autres sagas ont présentés en un épisode. Vous les avez juste présentés en 2 épisodes. Du coup, vous n'avez pas eu le temps de rehausser plus que ça. Et du coup, vous faites pas un épisode 3 qui pourrait être encore plus grand que ça. Vous faites un épisode 3 finalement assez simple. Et l'autre souci, c'est que là où l'émission intermédiaire rendait l'épisode 2, voire l'épisode 3 un peu à part,
le côté faire cette solution de présenter les trucs en deux parties a tendance à rendre l'épisode 1 un peu à part, en fait. L'épisode 1, on n'a même pas l'impression qu'il fait partie de la saga, des fois. Là, c'est un peu flagrant avec la planète des singes, les origines, qui est dans un ton complètement différent de ce qu'on va voir dans les deux opus suivants. Et c'est encore plus évident avec Pirates des Caraïbes, où là, on se pose carrément la question de savoir est-ce que le premier, c'est vraiment le début de la trilogie, ou est-ce qu'en fait, on n'a pas fait un diptyque avec les 2 et 3, quoi. Donc voilà, c'est pas non plus idéal, parce que ça a tendance à séparer les épisodes les uns des autres. Alors, il y a une solution qui est étrangement de ne pas faire une trilogie et de multiplier les tomes intermédiaires, les épisodes intermédiaires. Là, c'est typiquement la solution choisie par Harry Potter. Et du coup, un petit peu Hunger Games ou quoi. En tout cas, en film. Là, tout de suite, ça marche très 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 bien. Ça marche très bien parce que on peut effectivement prendre le temps de diluer la distribution des informations comme comme on faisait l'épisode 1 en 2 parties. D'accord ? C'est-à-dire qu'on dilue l'idée d'une confrontation finale au fur et à mesure des épisodes, et donc on n'a pas spécialement besoin que ce soit... et donc l'attente de la confrontation finale n'arrive pas tout de suite. Et donc du coup, on ne frustre pas le spectateur de ce côté-là, donc c'est super. Sauf que, du coup, comme il y a beaucoup plus deux épisodes, et du coup, on a quand même tout l'espace pour bien augmenter tous les enjeux. Résultat, quand on arrive à la confrontation finale, non seulement on n'a pas eu cette frustration bizarre, mais en plus, on n'a pas eu mais en plus, on a bien des enjeux hyper développés. Donc, du coup, on a une grosse confrontation finale a priori. Donc, voilà, donc c'est vraiment une super solution, même si ça demande un peu plus de travail d'écriture, parce qu'il faut écrire plus de 3 tomes, quoi. Par contre, il y a un vrai gros problème avec ça. C'est que le problème de trouver quelque chose d'intéressant à raconter pour les tomes intermédiaires, là, il est multiplié par le nombre de tomes intermédiaires, quoi. Donc c'est pas si simple. Et si vous choisissez, comme Harry Potter, de faire un peu le tome 1 bis à chaque fois, du coup, ça devient très très répétitif assez vite. Voilà. L'autre souci, c'est que le fait d'avoir plein d'épisodes, ça crée une sensation un peu d'habitude. Donc du coup, le côté épique de chaque épisode a tendance un petit peu à diminuer un petit peu. Et le problème, c'est que du coup, quand vous arrivez à l'épisode final où vous voulez vraiment que ce soit très épique, vous avez absolument besoin de trouver une solution pour le rendre vraiment, vraiment, vraiment épique et vraiment différent des autres. Et là, la meilleure solution que j'ai vue, c'est quand même trouvée par le Marvel Cinematic Universe. Le Marvel Cinematic Universe qui fait donc des épisodes intermédiaires sur chaque héros à part qui a sa petite aventure, et puis hop, on fait un gros épisode final où ils sont tous rassemblés d'un seul coup. Mine de rien, ça marche bien. Le problème, du coup, ce que ça pose, c'est qu'il n'y a pas assez de lien entre les épisodes, et que, en règle générale, dans les sagas où il y a plusieurs tomes, le dernier épisode paraît toujours très très déconnecté, enfin en tout cas à un rythme très particulier par rapport à tous les autres épisodes. Est-ce que c'est la bonne solution ? Franchement, je sais pas. Moi, je trouve que ça pas idéal non plus. Et là, vous commencez à comprendre un peu la vraie portée du problème. C'est-à-dire que je viens de vous présenter tout un tas de solutions en citant tout un tas de super sagas, et toutes ces solutions présentent des problèmes. Voilà, donc là, c'est presque toutes les solutions que je connais, et toutes ces solutions présentent des gros défauts difficiles à gérer, etc. Et qui posent des problèmes. Et en fait, je vais même aller plus loin. C'est-à-dire qu'il y a des sagas qui utilisent plusieurs solutions à la fois. Par exemple, Star Wars épisode 1, 2, 3, non seulement il y a cette idée de présenter le grand problème qu'à partir de l'épisode 2, mais en plus, évidemment, il y a
Il y a des méchants intermédiaires. Euh, donc du coup, multiplication des problèmes, ou même Harry Potter, hein, ça j'en ai parlé, qui fait à la fois plusieurs tomes et qui en plus répète la formule du tome 1 en plusieurs exemplaires. Et bah du coup, en fait, le souci qui se pose dans ces cas-là, c'est qu'au lieu de solutionner les problèmes d'une solution avec une autre solution, eh ben, ça ne fait que cumuler les problèmes aussi. Donc, vraiment, pas idéal. Et donc, il y a un peu l'impression qu'il n'y a aucune solution idéale. Et pourtant, pourtant, moi, je pense qu'il y a une saga dont j'ai pas encore parlé, mais qui a vraiment, vraiment réussi le coup pour régler la malédiction de l'épisode 2 et qui a trouvé la solution à ce problème. Et cette saga, c'est Divergente. Alors, ouais, je sais, Divergente. Bon, je ne vais pas revenir sur la qualité globale de la saga, hein. Moi, je trouve ça pas terrible, je trouve ça vraiment assez mal écrit de manière générale. Notamment l'énorme problème de cet univers complètement what the fuck que je comprends pas un seul instant. Voilà, donc ça, c'est clairement un truc. J'arrive pas à accrocher du tout à cette saga. Le 1, malgré l'univers bidon, je l'ai trouvé ça pas trop mal parce que j'arrivais encore à comprendre l'histoire du personnage principal qui doit s'intégrer à un nouveau groupe et qui a un secret qui doit garder son secret. Donc ça va, j'arrivais à choper un peu les enjeux et à m'identifier à elle. Par contre, voilà, je suis arrivé au 2, bon, voilà. Et le 3, j'ai beaucoup ri, mais je suis pas sûr que c'était le but de base. Bon, et puis on va pas parler du 4 puisqu'il n'existe pas. Bon, bref. Voilà, tout ça pour dire que je suis assez d'accord pour dire que c'est vraiment pas la meilleure saga de tous les temps. C'est pas la question. Parce que en réalité, même dans un truc très nul, il peut y avoir des idées de génie, des perles en termes d'écriture, et il ne faut surtout pas le négliger. Et dans Divergente, aussi étonnant que ça soit, eh ben, il y a une solution au problème de l'épisode 2 qui est géniale. Alors, ne jugez pas trop vite. Donc, qu'est-ce qui se passe dans Divergente? Eh bien, dans le premier épisode, on a affaire à un premier épisode très 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 classique. On nous présente l'univers, c'est une ville post-apo. Dans cette ville, il y a une organisation sociale hyper chelou, avec 5 catégories sociales bien bizarres, on ne sait pas trop comment c'est arrivé là, mais bon, peu importe. Ça, c'est le concept de base. Dans cette société, donc, tous ceux qui ne rentrent pas dans l'une des 5 catégories sociales, ils sont exclus, rejetés, et ceux qui peuvent rentrer dans plus d'une catégorie sociale, eux, comme ils menacent carrément l'ordre social qui a été établi, ils sont pas rejetés, ils sont traqués, voire éliminés, quoi. Donc, c'est vraiment pas cool. Donc là, voilà, on a bien l'univers, et dans cet univers, un grand problème. Et en plus, on nous présente l'héroïne, donc l'héroïne c'est Triss. Il s'avère qu'en fait, elle est divergente, c'est-à-dire qu'elle peut appartenir à n'importe laquelle des 5 catégories. Donc c'est genre une grosse menace pour l'ordre social, et donc elle est encore plus traquée que les autres. Donc là, on voit bien qu'elle, elle est spéciale, et donc que ça va être l'héroïne. Donc là, jusque-là, on a bien présenté tous les trucs. Et encore mieux que ça, puisqu'on nous présente une grande méchante, Janine, qui, elle, veut vraiment traquer les divergents, donc renforcer encore le problème. Et le fait qu'elle traque et qui veut prendre le pouvoir pour pouvoir encore mieux traquer les divergents. Et globalement, l'histoire de l'épisode 1, c'est effectivement Janine qui prend le pouvoir, et du coup, ça fout encore plus la merde dans la vie de Triss. Mais elle parvient à s'échapper, c'est l'une des rares qui parvient à s'échapper, et du coup, c'est plutôt très cool. Et donc du coup, voilà, on a bien vu une héroïne dans un univers, il y a un grand problème dans cet univers, le grand problème,
la concerne directement, donc elle va devoir le régler. Donc ça c'est bon, c'est réglé. On voit en quoi elle est spéciale, donc ça aussi c'est bon, c'est réglé. En plus on a bien présenté une grande méchante qui incarne le problème, en tout cas qui défend le problème, donc il va falloir abattre. Donc là vraiment on a tous les éléments, vous sortez de ça à la fin, théoriquement vous avez envie de voir la confrontation entre Triss et Janine et comment Triss va renverser le système et pouvoir virer Janine du pouvoir. Donc voilà. Donc ça, a priori, le contrat est rempli, c'est cool, et donc la confrontation entre Janine et Triss arrive dans l'épisode 3, normalement. Eh ben non. Ça, en fait, ça arrive dans l'épisode 2. Ouais, dans l'épisode 2, il y a une révolte, et Janine, elle est tuée. Voilà. Ouais. Là, vous allez me dire, quoi, la confrontation finale est passée, il n'y a pas eu d'épisode intermédiaire, donc les enjeux n'ont pas été rehaussés, donc c'est quoi ce bordel, il reste quoi à raconter là? Et bien ce qui reste à raconter, c'est qu'on doit découvrir tout ce qu'il y a en dehors de la ville, pourquoi ce système a été mis en place, et par qui. Et ça, en fait, c'est la vraie confrontation finale de la trilogie. C'est de répondre à ces questions-là, de résoudre ce mystère-là. La grande méchante, c'était juste une mission intermédiaire, en fait. Et on a grave pris le temps de bien augmenter les enjeux sur le mystère, les questions que je viens de poser, parce que pendant 2 épisodes, on les a dilués un petit peu, etc. Et du coup, bah voilà, moi je suis sorti du visionnage de l'épisode 2 avec ça, et j'avais vachement envie de voir l'épisode 3, alors que j'avais pas tellement aimé le film, en fait. Donc il y a vraiment quelque chose de génial là-dessus. Hein. Bon, pour le coup, après j'ai vu l'épisode 3, et c'est juste complètement dommage, mais il y avait quand même un truc. Bon, alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé sur le plan structure dramatique? Et bien en fait c'est tout con. On vous a juste fait croire que le méchant intermédiaire, c'était le grand méchant. Et rien de plus. Sauf que, dans le même temps, on a pris le temps de diluer un peu comme les autres solutions, de diluer les informations de l'épisode 1 dans les épisodes 1 et 2, ce qui fait que quand on arrive à la fin, la vraie confrontation finale, quand elle est révélée, et ben du coup, on a bien rehaussé les enjeux de ce côté-là. Et du coup, c'est une super... et en fait, le fait d'avoir mêlé ces deux techniques de cette façon-là, c'est-à-dire en faisant croire que le grand méchant, que le méchant intermédiaire, c'était le grand méchant, bah du coup, ça, c'est un coup qui est super fort. Ça marche super bien. Ça marche super bien parce que, déjà, d'une part, ça oblitère complètement le problème de l'épisode 2. Hein, on donne au public exactement ce qu'il veut en lui promettant un 3e épisode encore mieux. C'est-à-dire qu'on lui donne directement la confrontation finale qu'il attendait, et en fait, on lui dit, bah, derrière, il y aura mieux. Et bah, du coup, il n'y a aucune attente qui n'est pas rencontrée, et c'est génial. C'est encore plus fort parce que d'habitude, quand on voit une saga épique, on se dit, bon bah voilà, la fin, ça va être la confrontation entre le héros et le grand méchant. Et du coup, on s'attend un petit peu à ce qui va se passer. On s'attend un petit peu qu'à la fin de Matrix, la fin de Matrix, ce soit Neo qui met fin au règne des machines. On s'attend un petit peu qu'à la fin de Star Wars, ce soit Luke qui mette fin à l'Empire. Ça, on s'y attend dès le début. Mais là, puisque ce qu'on attendait a déjà été donné, mais qu'il y a encore quelque chose à raconter, et ben on ne sait pas ce qui va se passer. Du coup, il y a encore plus d'envie de regarder l'épisode 3, d'arriver à l'épisode 3, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans l'épisode 3. On n'a pas pris l'habitude de recevoir ça, en fait. Donc du coup, tout peut arriver, on a encore plus de hype. Et c'est aussi super parce que ça permet, en fait, d'avoir un épisode 3 qui n'est pas forcément concentré sur des péripéties de bataille ou quoi, mais qui va réellement aller explorer directement le cœur du sujet. Parce que c'est un peu ça qui se passe dans Divergente, c'est-à-dire que l'épisode 3, en fait, on va aller explorer le cœur de l'univers. En tout cas, c'est ça la promesse. Après, bon, l'épisode 3 est ce qu'il est. Mais la promesse, c'est qu'on va vraiment aller explorer le cœur de l'univers et qu'est-ce qu'on veut dire avec cet univers.
Et donc là, du coup, le fait de faire ça, bah, du coup, ça fait un épisode 3 qui, a priori, doit avoir une profondeur un peu plus grande que si c'est juste la confrontation finale classique. Et aussi, dernier avantage, bah, c'est super parce qu'on a bien pris 2 épisodes pour bien rehausser les enjeux sur la confrontation finale. Donc, honnêtement, si c'est bien maîtrisé, si cette technique est bien maîtrisée, je vois pas le problème. Je vois pas quel souci ça pourrait donner, puisque ça répond aux attentes des spectateurs, ça crée même plus. Donc, waouh, bravo Divergente. Si seulement t'avais réussi le reste. Bon, bref. Alors attention, je suis pas en train de dire que c'est la solution idéale qu'il faut appliquer partout. En fait, je suis même persuadé qu'il y a plein de sagas pour lesquelles ça ne serait pas utile du tout d'utiliser cette technique. Par exemple, si vous faites mourir Voldemort à la fin de l'épisode 4 de Harry Potter, qu'est-ce que vous racontez derrière, quoi? C'est quoi, Dumbledore devient le méchant? Enfin, je sais pas, ou Ron. De la même manière, si votre épisode 3, la confrontation finale de votre épisode 3, c'est encore de se battre contre un autre méchant, alors que vous venez de faire un méchant intermédiaire, donc avec cette solution, vous retombez un petit peu dans le travers que j'avais mentionné plus tôt, c'est-à-dire d'avoir une répétition qui va rendre le dernier méchant un peu moins impressionnant, quoi. Donc voilà, là aussi, ça ne peut pas correspondre. Et puis, pour être honnête, toutes les sagas que j'ai citées, bah, moi je les apprécie énormément. Et de la même, beaucoup plus que Divergente d'ailleurs. Et c'est des sagas qui sont très généralement plébiscitées. Donc, c'est pas les solutions qu'elles proposent, même si elles présentent des défauts, elles sont pas malhonnêtes, elles sont même plutôt efficaces. Donc il faut pas se dire que la solution Divergente, ça va être la solution systématique. D'accord? Mais ce que je voulais faire en fait en vous présentant cette solution-là, c'était de vous forcer à réfléchir. De vous réfléchir un petit peu à ça. C'est-à-dire, imaginez 2 secondes. Et si en fait, Star Wars épisode 1, 2, 3, ça avait été ça. Épisode 1, on présente effectivement Anakin, mais ça finit, la guerre des clones commence. Épisode 2, en fait, entièrement concentré sur Anakin qui petit à petit passe du côté obscur, et à la fin de l'épisode 2, ça y est, il est du côté obscur, il est avec Palpatine, c'est officiel, tout le monde le sait. Imaginez l'épisode 3 que ça aurait fait. Un épisode 3 entièrement consacré à Obi-Wan qui essaie de racheter Anakin et qui n'y arrive pas. J'aurais trouvé ça vachement plus fort. Imaginez maintenant, si je prends Hunger Games, que Katniss détruise l'arène dans l'épisode 1, à la fin de l'épisode 1. Ça aurait très bien pu se passer. Ça déclenche la révolution dans l'épisode 2. À la fin de l'épisode 2, Snow est renversé. On a tout l'épisode 3 pour découvrir que la présidente Kane est en fait pire ou pareil que Snow. Et là, ça envoie tout de suite un message très différent. Imaginez, dans la nouvelle trilogie de la planète des singes, là, que l'humanité disparaisse à la fin de l'épisode 2. Et que, en fait, ce soit l'épisode 3 qui soit sur les singes se battent entre eux. Vous imaginez le message que ça aurait fait? C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle société de singes qui émerge, l'humanité disparaît, les singes restent, et en fait les singes finissent par se battre entre eux. C'est pareil, le message que ça aurait envoyé. Donc voilà, c'est ça que moi j'ai envie de vous faire, ce à quoi j'avais envie de vous faire réfléchir avec cet épisode. Reprenez vos sagas préférées et commencez à vous demander, attendez, mais imaginons ce qui se serait passé si on avait mis la confrontation finale en fait dans l'épisode 2. Et qu'est-ce qu'on aurait pu raconter dans l'épisode 3? Qu'est-ce qui aurait pu arriver? Et est-ce que ça aurait pas été mieux quelque part? Est-ce que ça aurait pas fait une histoire encore plus forte parce qu'on aurait été davantage au cœur du sujet? Eh ben, c'est ça que nous enseigne la saga Divergente en fait. C'est qu'on n'a pas nécessairement l'obligation de mettre la confrontation finale dans le dernier épisode. On peut trouver autre chose de mieux. Donc, commencez à réfléchir à ça pour vos propres sagas.
Donc voilà, maintenant, si vous écrivez une saga, vous savez comment gérer votre épisode intermédiaire. Hein, vous n'êtes évidemment pas obligé, comme je l'ai dit, d'utiliser la solution de Divergente. Moi, je vous invite à utiliser toutes les solutions que j'ai présentées dans l'épisode. Clairement, il y en a plein qui marchent. Moi-même, hein, j'ai tendance à les utiliser de mon côté assez naturellement et sans m'inquiéter parce que c'est vraiment des solutions qui marchent bien. Et puis en plus il y en a une autre dont j'ai pas parlé parce que j'ai pas d'exemple en tête, mais je pense que ça pourrait peut-être marcher, faudrait tester. Ce serait en fait de prendre l'idée de mission intermédiaire, il faut tel artefact ou battre tel méchant pour y arriver. Mais ce que vous faites, c'est que le héros en fait ne réussit pas dans l'épisode 2. Il rate complètement. Et du coup, il rate de telle manière que ça crée des problèmes en plus par rapport aux problèmes de base qu'il devait régler. Et bah, du coup, ça fait un problème encore plus grand à régler pour l'épisode 3. Donc peut-être que ça pourrait marcher, peut-être que ça pourrait faire un truc qui réglerait là aussi le problème de l'épisode 2, puisque l'épisode 2 permettrait de faire quelque chose qu'on n'a encore jamais vu. Donc voilà, donc vous pouvez utiliser ce que vous voulez, mais n'oubliez pas juste de réfléchir à cette idée. Et si votre confrontation finale arrivait en fait à la fin d'épisode 2, qu'est-ce que vous raconteriez ensuite? Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode. En tout cas, moi, je me suis bien amusé à le faire. Si vous avez aimé, bah, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à mettre un like, à partager, à en parler à vos amis, etc. Et voilà, si vous voulez me soutenir, j'ai toujours mon projet de court-métrage, il y a une page Ulule, le lien est dans la description. S'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de vous, ça me permettra de louer du matériel en plus, etc. Si vous voulez lire, je vous rappelle que j'avais publié il y a quelques années une anthologie de nouvelles dans ma maison d'édition. C'est une anthologie sur les robots, sur les 3 lois de la robotique, avec 9 nouvelles très sympas. Donc n'hésitez pas à les lire, allez les lire. Vous le trouverez sur à peu près toutes les plateformes possibles. Voilà, voilà, je n'ai plus rien à dire. Je vous souhaite donc un bon confinement.